Alors, je pense que vous l'avez compris maintenant, l'étalement urbain et la densification, c'est un sujet actuellement, c'est un sujet essentiel du droit de l'urbanisme. Et c'est un sujet qui peut susciter des résistances. Vous avez les convaincus de la densification et vous avez les gens qui sont très critiques parce que c'est révélateur des conflits d'usage du foncier. Vous avez une tentation du zéro artificialisation nette, une incitation très forte du droit de l'urbanisme à l'économie d'espace. Et vous avez des communes qui, elles, veulent avoir des habitants, montrer leur attractivité, ouvrir des actes, etc. Vous avez des centres commerciaux qui veulent s'installer, vous avez des propriétaires qui veulent que leurs parcelles soient constructibles et donc construites, parce que forcément, ça sert leurs intérêts patrimoniaux, et on peut le comprendre. Et donc, vous avez cette opposition qui s'exprime dans le contentieux entre toute cette volonté quand même d'artificialiser, cette volonté d'étendre, et de l'autre côté, cette volonté de protéger les terres agricoles, naturelles et forestières. Je vais essayer de vous présenter divers contentieux, parce que le contentieux de la densification, il n'est pas unique. Vous n'avez pas juste... d'ailleurs, quand vous tapez densification sur Légifrance, eh bien, on est assez peu heureux des résultats. D'ailleurs, j'ai eu une petite crise de panique les 10 premières minutes au début de ma recherche, puisque je ne trouvais rien. Et en fait, ça va s'exprimer par la gestion économe de l'espace. C'est plutôt le contentieux de la gestion économe de l'espace. Et je vais vous donner une première définition parce que je ne peux pas quand même m'empêcher d'être purement juriste et donc d'avoir besoin de cadrer et de devoir définir. Donc la gestion économe de l'espace, c'est la réponse stratégique à une organisation actuelle de l'espace et des dynamiques à l'œuvre sur le territoire qui vise à la définition d'un équilibre entre les hommes, les ressources et les besoins du territoire. Donc on va aller rechercher l'équilibre, trouver le juste milieu entre les tentations tentaculaires des communes et puis l'intérêt de la protection de l'environnement, des terres agricoles et de nos activités qui ne s'exercent pas en zone urbaine. J'ai identifié 4 types de contentieux. Vous avez d'abord le contentieux des documents d'urbanisme et leur rapport entre eux. Typique, quand un SCOT fixe une obligation de lutte contre l'étalement urbain, et derrière, quand le PLU de la commune ouvre tout ce qui est possible pour étaler son urbanisme. Ça, c'est le premier type de contentieux que je vais évoquer. Vous avez le deuxième type de contentieux, c'est le classement de parcelles. Quand vous aviez une belle parcelle constructible en zone urbanisée et que le méchant PLU vient vous dire, eh bien écoutez, ce sera désormais une zone agricole ou une zone naturelle et que le propriétaire n'est pas du tout content. Ça, c'est un contentieux très, très dense pour le coup. Troisième contentieux, ça sera le contentieux des zones commerciales qui veulent s'installer en périphérie, des centres commerciaux qui s'installent en périphérie des villes et donc qui... est soumis à quelques contestations, alors de la part parfois de riverains et parfois de la part d'associations de protection de l'environnement qui peuvent rapidement intervenir sur ces sujets. Et enfin, si j'ai le temps, si je ne dépasse pas, j'aborderai le contentieux de la division de l'eau dans les lotissements qui permet une densification. Et lui aussi, il y a des résistance considérable de la part des voisins qui voient d'un très mauvais œil que la parcelle à proximité soit divisée en deux et que vous installiez de nouveaux voisins, qu'il y en ait plus. Et donc, ils ont peur du bruit, des nuisances, des saturations éventuellement de voix. Et le contentieux récent est très éclairant sur les résistances. Voilà le programme, je vais essayer de le tenir. Je vais faire en tout cas mon possible. D'abord, la compatibilité du SCOT avec le PLU. Vous savez, le PLU doit être compatible avec les objectifs du SCOT. La compatibilité, ça ne veut pas dire la conformité. C'est-à-dire qu'on peut prendre une distance entre les deux. Pourquoi ? Tout simplement parce que le PLU est général, le SCOT est général, et le PLU, lui, doit adapter à la situation particulière de la commune. Pour ça, pour pouvoir s'adapter, il faut une certaine souplesse qui est prévue par le rapport de compatibilité. Mais la question est la suivante, à quel point peut-on être souple ? Parce que certaines communes prennent des libertés très conséquentes en matière de densification. Je vais vous emmener dans un premier temps sur la très belle commune de Daoulas, qui est située à côté de Brest, donc un petit peu moins de 2000 habitants. La commune de Daoulas avait voté un PLU qui autorisait une consommation foncière en hausse de 18%.
qui est considérable. C'est une commune qui a beaucoup d'attrait, beaucoup de charme, et qui souhaitait se renforcer. Le problème, c'est que le SCOT du Pays de Brest prévoyait une réduction de la même consommation foncière de 25%. Donc, est-ce qu'une hausse de 18% est compatible avec une baisse de 25%? Eh bien, figurez-vous qu'il y avait des hésitations juridiques. Personne n'était sûr de gagner dans cette histoire, ce qui veut quand même bien dire que la souplesse est assez incroyable. En l'occurrence, la Cour administrative d'appel de Nantes a considéré qu'il n'y avait pas compatibilité et que là, on était vraiment dans un excès dans ce rapport. Néanmoins, on peut penser que si la hausse avait été moins importante, la compatibilité aurait été possible. Et d'ailleurs, c'est une décision du Conseil d'État de 2017, donc juste après cette première décision que je viens de vous présenter, qui, celle-là, nous emmène dans l'Oise, à la découverte du SCOT du Pays de Tel, qui, lui, prévoyait de limiter à 1% la croissance démographique annuelle des communes sur son territoire. Bon, il prévoyait quelques exceptions, mais majoritairement, on disait 1% de population en plus, et c'est tout. La commune de Ménilhantel n'était pas tout à fait d'accord. Et cette commune-là voulait absolument créer plusieurs nouveaux logements pour supporter son attractivité et héberger souvent des jeunes ménages avec enfants. Donc, elle a très clairement explosé le plafond dans son PLU. Alors, exploser le plafond, tout est relatif, puisqu'il s'agissait de construire 15 logements de plus par an. Mais néanmoins, ça amenait à terme à avoir 450-500 personnes de plus, et donc on dépassait largement le 1%. Le Conseil d'État qui est saisi regarde un petit peu l'ensemble et dit « Attention, le SCOT ne doit pas fixer d'objectifs chiffrés à ce point. Ou alors il peut les chiffrer, néanmoins, on n'est pas tenu par ce chiffre, il y a une souplesse. Et en l'occurrence, il est tout à fait compatible de prévoir une hausse assez importante de sa population qui n'est pas limitée à 1%, malgré ce que dit le SCOT. Alors là, on torture un petit peu le droit, mais c'est l'essence même du rapport de compatibilité qui est une souplesse quand même relativement importante. Et depuis, il est nettement plus rare de voir des décisions comme ça a été le cas pour la commune de Daoulas. Le juge est beaucoup plus souple. Dès lors, il ne vous étonnera pas qu'il est jugé compatible en 2019. Un SCOT qui prévoyait évidemment une lutte forte contre l'étalement urbain et un PLU qui prévoyait la construction à 60% en dehors de l'enveloppe urbaine de 140 nouveaux logements. Compatibles. Il ne vous étonnera pas donc non plus qu'un SCOT qui prévoit l'augmentation de 1% de la consommation des surfaces agricoles soit tout à fait compatible avec la lutte contre l'étalement urbain. Donc vous voyez, compatibilité, souplesse, très importante. On va passer maintenant au classement de parcelles. Alors là, le propriétaire insatisfait est au cœur de la jurisprudence. On le voit apparaître tout le temps, alors avec des arguments parfois sérieux, parfois surprenants. Je vais quand même vous parler plus du sérieux que du surprenant, même si on aurait certainement passé un meilleur moment si je vous parlais du surprenant. Alors, en matière de classement de zones, en U, en A, en N, le juge se limite à l'erreur manifeste d'appréciation. Il va sanctionner ce qu'on appelle l'erreur manifeste d'appréciation, la grosse erreur. L'erreur très importante, l'erreur manifeste, celle que vous ne pouvez pas rater. Et ce qu'on observe, c'est qu'il va y avoir une marge très importante pour les auteurs de PLU. Le juge va être très sur le recul, il va les laisser classer, il ne va pas intervenir beaucoup, et donc une grande liberté. Je vais vous donner, par exemple, dans un premier temps, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, de 2019 également. En l'occurrence, des parcelles avaient été classées en zone agricole, sans qu'il y ait beaucoup d'activités agricoles sur ces parcelles. C'est-à-dire que c'était des parcelles non construites, mais reliées à tous les réseaux routiers, d'eau, d'électricité, et qui auparavant étaient classées en zone à urbaniser. Les auteurs du PLU ont dit, écoutez, nous souhaiterions qu'il n'y ait pas d'urbanisation dans ces lieux-là, tout simplement pour densifier davantage notre bourg.
Et le juge considère que c'est un motif de classement en zone agricole. On peut dire, tout à fait, écoutez, on peut classer en zone agricole pour éviter la densification, c'est protecteur. Et donc c'est possible. Ça, c'est un arrêt de la CA de Bordeaux. La CA de Nantes, la Cour administrative d'appel de Nantes, a décidé l'inverse. Elle a considéré, dans un arrêt de 2017, que le seul argument de vouloir protéger une zone naturelle ou une zone agricole de la densification ou même de l'étalement urbain n'était pas un motif suffisant pour expliquer un classement en zone agricole. Les deux arrêts sont complètement contradictoires. Ils peuvent s'expliquer par les cas d'espèce, ils peuvent s'expliquer par des détails, néanmoins, la logique n'est pas évidente. Et c'est un vrai problème de sécurité juridique. D'autant plus que la Cour administrative d'appel de Lyon, elle, considère qu'il est tout à fait possible de classer en zone naturelle un secteur même équipé pour le soustraire à l'étalement urbain et à l'urbanisation. Donc vous avez ici, alors je ne dirais pas une incohérence, parce que je n'ai pas envie de me fâcher avec nos chers magistrats, mais néanmoins une difficulté à saisir les nuances. Et forcément, quand derrière vous êtes ce propriétaire ou vous êtes cette collectivité, vous vous inquiétez. Et il y a des collectivités qui s'inquiètent énormément concernant les hameaux particulièrement. Qu'est-ce qu'on fait des hameaux? Vous savez, vous avez le cœur debout et vous avez des hameaux à l'extérieur. Vous avez parfois des dents creuses. Si je refuse d'aller densifier là, qu'est-ce qui va se passer? Si je classe en zone agricole pour protéger, est-ce que je risque de faire annuler mon PLU, en tout cas partiellement? Incertitude sur ce point et incertitude un petit peu dérangeante. D'ailleurs, je serais absolument incapable de vous donner une réponse définitive, globale. C'est le charme, parfois, de la jurisprudence et du contentieux. Concernant le troisième type de contentieux, maintenant, le contentieux de l'installation de surfaces commerciales à proximité des villes. Alors là, on rentre dans des contestations presque idéologiques et des contestations qui dépassent largement le champ du droit. Néanmoins, nous allons nous y limiter, parce que c'est l'objet de mon intervention, tout simplement. Et souvent, ce qui est dans le collimateur, c'est les parkings. C'est le stationnement qui va consommer énormément d'espace et sur lequel le juge est assez sévère. En tout cas, majoritairement, parce que là aussi, vous avez des décisions qui vont à l'inverse de ce que je viens de vous dire. Majoritairement, de ce que j'ai vu. Le juge estime que quand le stationnement n'est pas optimisé, quand ce qu'on prévoit en bordure de ville consomme trop d'espace pour le stationnement, eh bien cela va à l'encontre de l'objectif de gestion économe des sols. Vous avez là-dessus plusieurs décisions, je vais vous en donner certaines. Attendez, je retrouve une décision de la Cour administrative d'appel de Nantes du 4 mai 2018 qui va sanctionner l'installation d'un village Décathlon qui prévoyait un parc de stationnement de plein pied de 600 mètres carrés séparé en deux avec une relation entre les deux par voie douce. Là, le juge considère que ça n'a pas été optimisé, que la consommation d'espace était bien trop importante par rapport à l'emprise commerciale et donc il considère que ce n'était pas acceptable sur ce point-là. À l'inverse, et puisque la cohérence de tout ça est parfois un petit peu complexe à observer, la même Cour administrative d'appel, Nantes, la même année 2018, sanctionne une commission d'aménagement qui avait refusé une extension d'un ensemble commercial qui aurait porté une surface de environ 400 mètres carrés à 2000, donc une extension, belle extension quand même, en raison de l'imperméabilisation qu'entraînait sur la parcelle l'installation d'un parc de stationnement plus important. La commission avait dit, attention, là non plus, c'est pas optimisé, la consommation d'espace du parc de stationnement est trop importante. Et la Cour administrative d'appel de Nantes dit, écoutez, en l'occurrence, non. Non. Elle va aller regarder vraiment au cas par cas les détails du projet et elle va considérer que dans la mesure où cette surface commerciale était étendue dans une zone déjà en grande partie urbanisée, déjà en grande partie qui était concernée par une activité commerciale, ça n'avait pas du coup d'importance. Finalement, on va relier l'emprise du stationnement au type de zone. Si c'est une zone déjà commerciale, on va être beaucoup plus souple
Pourtant, l'artificialisation est quelque part la même en quantité que dans une zone qui n'est pas, en tout cas, moins urbanisée ou moins commerciale. Et là, il va y avoir un cas par cas qui va se faire, assez difficile à percevoir aussi, mais qui ne va pas regarder le sol pour ce qu'il est en tant que ressource naturelle ou en tant que capacité, au regard des services écosystémiques qu'il peut rendre, mais juste purement, dans cette zone, ça va être possible, dans celle-là, ça ne va pas être possible. Donc c'est assez intéressant, et je vais vous donner un troisième cas pour vous montrer un petit peu la relativité de tout ça. Il s'agissait de l'extension d'un intermarché, une extension de 23% par rapport à la situation existante. 23%, c'est aussi une augmentation assez importante, mais c'était pour moderniser un magasin qui datait des années 80-90. Les requérants, donc à savoir le supermarché d'en face, donc le concurrent direct, estimaient qu'il y avait incompatibilité avec la maîtrise de consommation foncière de cette extension. Le juge, lui, va une fois encore considérer que les partiels étant déjà artificialisés, que finalement les installations routières étant suffisantes, et bien même s'il y a un minimum de consommation et d'artificialisation des sols, eh bien ça va être considéré comme acceptable. Donc là, on est vraiment sur un contentieux du cas par cas, vraiment en fonction de la zone. C'est ça qui est tout à fait marquant dans ce contentieux-là. Et enfin le dernier, est-ce que j'ai le temps ? Un petit peu, oui. Je vais pouvoir vous évoquer très rapidement le contentieux de la division de l'eau. Alors celui-là, il a fait couler beaucoup d'encre chez les juristes parce qu'on a vu une belle résistance de la Cour de cassation à un objectif fixé par la loi. Bon, l'enjeu dans les lotissements, c'est que vous avez des très beaux lotissements des années 70. C'est une maison de taille, une maison cossue, et vous avez un immense terrain autour. La ville ayant rattrapé ces lotissements, qui étaient souvent en périphérie, on a vu d'un bon œil ce très beau foncier finalement disponible. Et certains propriétaires souhaitaient pouvoir diviser leurs lots pour les vendre à un meilleur prix. D'accord ? Au lieu de vendre un lot avec une maison, ils vendaient un lot avec une maison et un deuxième lot à construire avec une surface tout à fait acceptable. Et donc ce foncier bloqué, la loi Allure a voulu le rendre disponible. Parce que qu'est-ce qui bloque la division de l'eau dans les lotissements ? C'est ce qu'on appelle le cahier des charges. Si vous habitez dans un lotissement, vous le savez, le cahier des charges que vous signez en arrivant peut avoir des clauses dans lesquelles on vous interdit de diviser vos parcelles, ou alors on vous interdit diverses constructions, bref, réglemente aussi ce droit de construire et ce droit de diviser. Donc ce cahier des charges qui bloquait considérablement et qui ne permettait pas de libérer le foncier, la loi Allure a voulu l'écarter, le rendre caduc au bout d'une certaine durée. Alors, pour simplifier, en 2019, beaucoup de ces cahiers des charges sur ces clauses réglementaires, sur ces clauses qui limitaient la construction, devaient devenir caducs. Le problème, c'est que la Cour de cassation, dans des arrêts de 2016 et 2017, a réaffirmé que malgré la volonté législative, le cahier des charges, quelle que soit sa date, conservait ce qu'on appelle une valeur contractuelle. C'est-à-dire que certes, la mairie ne pouvait plus rien exiger de vous à ce titre, même s'il était approuvé ce cahier des charges, mais par contre, vos voisins, les habitants de votre lotissement, pouvaient toujours vous l'opposer. Et j'ai eu à connaître de quelques contentieux comme ça, où à la suite d'un héritage, la personne se disait « Ah chouette, je vais diviser, etc. » très motivée, ou à la suite d'un divorce aussi, où la personne voulait partir et s'est dit « Je vais pouvoir profiter de ça, moi, pour me réinventer une nouvelle vie. » Et donc ces personnes sont parties dans la division en disant la loi Allure va me le permettre. Je peux désormais diviser. Et ont commencé les procédures et les travaux parfois et se sont retrouvés attaqués par leurs voisins qui leur dit écoutez, le cahier des charges reste opposable. Et donc finalement les auteurs de la loi avaient dit regardez le foncier libéré, les lotissements vont se densifier. Les propriétaires parfois ont joué le jeu et se sont vus dans une situation parfois très compliquée, juridiquement très compliquée. Et donc la Cour de cassation ayant rappelé ce principe contractuel, la loi Elan est intervenue récemment, donc en 2018, pour mettre fin rapidement à ce contentieux avant que ça devienne trop compliqué, et donc a carrément supprimé le dispositif de la loi Allure. Et elle est intervenue, elle a dit « Ouh là là, cette caducité, on n'en parle plus.
on est revenu en arrière. Et ça, c'est vraiment, je voudrais conclure par là, la plus grande résistance que j'ai vue à la densification. Alors là, on ne parle pas d'une densification à hauteur, mais on parle d'une densification dans les parcelles. Et la résistance est assez incroyable, parce qu'elle vient aussi des plus hautes juridictions du pays. Voilà, je vous remercie.